Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler de la filtration glomérulaire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime sur la vidéo pour m'encourager à faire plus de vidéos comme celle-ci. Et comme d'habitude, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Commençons. La formation de l'urine passe par 3 principales étapes qui se font dans le rein, plus précisément dans ses unités fonctionnelles et structurales, les néphrons. Chaque néphron est constitué, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, d'un corpuscule rénal formé d'un glomérule, constitué à son tour de capillaires artériels et de capsules glomérulaires ou capsules de Bowman, qui est formé de 2 feuillets séparés par un espace, l'espace de Bowman ou chambre glomérulaire. Le second constituant du néphron est représenté par le tubule rénal et ces néphrons se vident dans des tubules rénaux collecteurs qui acheminent l'urine jusqu'au pelvis rénal. Les 3 étapes de formation d'urine sont donc la filtration glomérulaire au niveau du corpuscule glomérulaire rénal et qui permet de former un filtrat dépourvu de cellules et de protéines. Sur les 1200 ml de sang qui traversent les glomérules chaque minute, il y a environ 650 ml de plasma. Un cinquième de ce dernier, c'est-à-dire environ 120 à 125 ml, forme le filtrat glomérulaire chaque minute, ce qui équivaut à 180 litres chaque jour, et comme la moyenne du volume plasmatique chez un adulte est d'environ 2,75 litres, les reins filtrent alors l'ensemble du volume plasmatique environ 65 fois par jour. La seconde étape est représentée par la réabsorption tubulaire qui permet de récupérer sélectivement certaines substances du filtrat vers le sang, et cette dernière a lieu dans les tubules rénaux et les tubules rénaux collecteurs. Cette étape récupère généralement presque tout ce qui a été filtré. D'ailleurs, des 180 litres de plasma filtré chaque jour, environ 178,5 litres sont réabsorbés et les 1,5 litres restants sont éliminés dans les urines. Enfin, la dernière étape est représentée par la sécrétion tubulaire. Comme nous l'avons vu, seulement 20% du plasma circulant dans les capillaires glomérulaires est filtré dans la capsule de Bowman. Les 80% restants s'écoulent par l'artériole efférente dans les capillaires péritubulaires et les vasa recta. Cette dernière étape consiste alors à laisser passer encore une fois sélectivement des substances du sang dans le filtrat et elle se fait comme pour la réabsorption tout au long des tubules rénaux et des tubules rénaux collecteurs. Ces 3 processus sont suivis par l'excrétion de l'urine, c'est-à-dire l'élimination de toutes les substances plasmatiques filtrées ou sécrétées dans l'urine. Parlons maintenant de la filtration glomérulaire. La filtration glomérulaire est donc la première étape de formation de l'urine où les solutés et les liquides sont poussés des glomérules vers la chambre glomérulaire à travers une membrane ou un filtre glomérulaire, formant alors un filtrat. Le filtre glomérulaire constitue un filtre mécanique passif, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas directement de l'énergie métabolique. La première étape de la filtration glomérulaire se fait au niveau du filtre glomérulaire, constitué de 3 couches qui séparent le sang dans les capillaires glomérulaires du liquide dans la capsule glomérulaire. Les couches sont l'endothélium fenestré des capillaires glomérulaires qui laisse passer les solutés et les protéines, mais pas les globules rouges, c'est-à-dire qu'il laisse passer tous les composants du plasma. La membrane basale est formée par la fusion des lames basales des 2 autres couches. Cette membrane présente des pores qui laissent passer tous les constituants précédents du plasma, sauf les protéines plasmatiques, et ceci par la présence de la charge négative de ces glycoprotéines. Et comme les protéines sont aussi chargées négativement, il y a répulsion. La dernière couche est représentée par le feuillet viscéral de la capsule glomérulaire, qui est formé par des cellules épithéliales, les podocytes. Ces dernières présentent des cytotrabécules ou prolongements primaires qui se terminent à leur tour par des pédicelles. Ces dernières présentent entre eux des fentes de filtration recouvertes par des diaphragmes, c'est-à-dire des membranes minces qui s'étendent dans les fentes de filtration. Les macromolécules, plus précisément les protéines plasmatiques qui ont réussi à traverser la membrane basale, seront bloquées par le diaphragme à ce stade.
Le liquide ainsi que les molécules dont le diamètre est inférieur à 3 nanomètres traversent librement la membrane de filtration vers la chambre glomérulaire, formant alors le filtre glomérulaire, et les autres molécules qui restent coincées dans la membrane de filtration sont plutôt phagocytées et dégradées par des péricytes spécialisés, ce sont les mésangiocytes. Parlons maintenant des principales pressions qui influent sur la filtration glomérulaire. La filtration au niveau du glomérule rénal est semblable à la filtration par les lits capillaires, c'est-à-dire que la filtration glomérulaire est en fait régie par deux principales forces qui s'exercent de part et d'autre de la membrane de filtration. Ce sont la pression hydrostatique qui constitue la force exercée par les liquides contre une paroi et la pression colloïdo-osmotique ou osmotique ou encore oncotique qui naît de la présence dans un liquide de grosses molécules non diffusibles, notamment les protéines plasmatiques. Commençons par les pressions qui favorisent la filtration. La pression hydrostatique glomérulaire qui correspond essentiellement à la pression sanguine glomérulaire. Cette pression constitue la principale force qui pousse l'eau et les solutés vers la chambre glomérulaire. Par rapport aux autres lits capillaires qui présentent en moyenne une pression de 25 mm de mercure, cette pression est plus élevée, environ 55 mm de mercure. Ceci est dû au fait que le sang se déverse d'une artériole afférente vers une artériole efférente, distance et de plus petit diamètre. La filtration se fait donc tout au long du capillaire glomérulaire et contrairement aux autres capillaires, il n'y aura pas de réabsorption. Théoriquement, la seconde pression est représentée par la pression colloïdo-osmotique au niveau de la chambre glomérulaire. Je dis théoriquement parce que rappelez-vous que le filtrat glomérulaire ne présente aucune protéine, ce qui fait que cette pression est en réalité égale à 0 mm de mercure. Passons maintenant aux pressions qui s'opposent à la filtration glomérulaire. La pression hydrostatique capsulaire et qui constitue la pression exercée par les liquides dans la chambre glomérulaire, dernière est plus élevée que la pression hydrostatique entourant la plupart des capillaires, et ceci est dû au fait que le filtrat est présent dans la chambre glomérulaire qui est un espace étroit et dont la sortie est aussi étroite. La pression oncotique ou colloïdo-osmotique glomérulaire est la dernière pression et elle est due à la présence de protéines plasmatiques dans le sang glomérulaire. Et ceci permet d'attirer les liquides dans les capillaires. Pour connaître le sens de déplacement des liquides, on calcule la pression nette de filtration en calculant la différence entre la pression vers l'extérieur qui fait sortir le liquide du capillaire et la pression vers l'intérieur qui le fait entrer dans le capillaire. On trouve alors 10 mm de mercure, c'est-à-dire que le sens prédominant est celui qui fait passer le liquide des capillaires vers la chambre glomérulaire. Du débit de filtration glomérulaire. Le débit de filtration glomérulaire constitue le volume de filtrat formé par l'activité combinée des 2 millions de néphrons des reins par minute. 2 millions parce que rappelez-vous que chaque rein contient environ 1 million de néphrons. Donc 2 millions de néphrons pour les deux reins. Ce DFG est directement proportionnel à 3 facteurs principaux. La pression nette de filtration qui dépend essentiellement de la pression hydrostatique glomérulaire, l'air total disponible pour la filtration, c'est-à-dire que tous les capillaires glomérulaires pris ensemble constituent une aire très étendue, peut être modifiée par les mésangiocytes qui entourent les capillaires glomérulaires, ce qui modifie ainsi l'air total disponible pour la filtration. Enfin, le dernier facteur est représenté par la perméabilité de la membrane de filtration glomérulaire, beaucoup plus élevée que les autres capillaires. L'air total et la perméabilité de la membrane de filtration constituent le coefficient de filtration. Tous ces facteurs expliquent que malgré la faible valeur de la pression nette de filtration, les reins produisent 180 litres de filtrat par jour, alors que tous les autres capillaires de l'organisme ne produisent ensemble que 2 à 4 litres. Un DFG normal est d'environ 120 à 125 ml par minute. Parlons maintenant brièvement de la régulation de la filtration glomérulaire. Le DFG doit être constamment régulé et maintenu à une valeur constante pour permettre aux reins de bien fonctionner et de maintenir l'homéostasie extracellulaire et pour maintenir la pression sanguine corporelle stable parce que la pression sanguine dépend du DFG, peut accroître le débit urinaire, ce qui réduit alors le volume sanguin et donc la pression
artérielle, et donc minutieusement régulée par deux principaux mécanismes, les mécanismes de régulation intrinsèque ou autorégulation rénale, qui agissent sur le rein pour maintenir le DFG, et les mécanismes de régulation extrinsèque des systèmes nerveux et endocriniens, qui assurent la régulation de la pression artérielle. Lorsque la pression artérielle varie entre 80 et 180 mm de mercure, c'est la régulation intrinsèque qui entre en jeu. Par contre, lors de la variation extrême de la pression artérielle, c'est-à-dire lorsque la pression artérielle est soit inférieure à 80 mm de mercure ou supérieure à 180 mm de mercure, les mécanismes de régulation intrinsèque laissent place à la régulation extrinsèque, et ceci pour prévenir les dommages aux organes essentiels. Ont pour principal but de réguler une variable, la pression hydrostatique glomérulaire. À la pression colloïdo-osmotique glomérulaire ainsi que la pression hydrostatique capsulaire, qui chez une personne saine ne varient que très peu et qui ne peuvent être régulées, la pression hydrostatique glomérulaire peut être modifiée et ajustée. D'autres facteurs restent constants. Si la pression hydrostatique glomérulaire augmente, la pression nette de filtration augmente et le DFG augmente donc. L'amplitude de la pression hydrostatique glomérulaire dépend essentiellement du débit sanguin dans chacun des glomérules chaque minute. Le débit sanguin dans un glomérule par minute est déterminé à son tour en grande partie par l'amplitude de la pression artérielle systémique moyenne et la résistance offerte par l'artériole. Si la résistance dans l'artériole afférente augmente, par exemple par une simple vasoconstriction de l'artériole, moins de sang circule dans le glomérule, ce qui induit une baisse du DFG. Alors qu'une diminution de la résistance dans l'artériole afférente induit au contraire une augmentation du débit sanguin et le DFG augmente donc. De l'artériole efférente, il y aura augmentation de la pression hydrostatique glomérulaire parce que le sang reste plus longtemps dans les capillaires glomérulaires. Il y aura donc une augmentation du DFG. Et inversement, s'il y a une vasodilatation des artérioles efférentes, il y aura une diminution du DFG. Récapitulons. La formation de l'urine est un processus rénal qui se fait en 3 étapes, la filtration glomérulaire, la réabsorption tubulaire et enfin la sécrétion tubulaire. À travers une membrane de filtration pour former un filtrat, le volume de filtrat formé par l'ensemble des glomérules des 2 reins chaque minute représente le débit de filtration glomérulaire et il dépend de la pression nette de filtration qui est déterminée par la pression hydrostatique glomérulaire, la pression oncotique glomérulaire et enfin la pression hydrostatique capsulaire, à son tour d'une part de la perméabilité de la membrane de filtration et d'une autre de l'air total disponible pour la filtration. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.